Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour commenter l'actualité avec Laurence Taillade. Bonjour, présidente du Parti républicain solidariste. Vous avez publié Être une femme en 2020 aux éditions Michalon. Il y a du boulot. Bonjour Valérie. Bonjour Mehdi Uraoui, essayiste, spécialiste du discours politique. Bonjour à vous. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Regard et coordinateur de Dessine-moi un pangolin. C'est un livre qui est paru aux éditions Au Diable Vauvert. Alors apparemment le pangolin, il n'est pas responsable. Justement, on le réhabilite. Voilà, vous le réhabilitez. Jérôme Dubus, bonjour. Vous êtes membre de La République En Marche. 6 Français sur 10 pensent que l'islamo-gauchisme est un courant de pensée répandu en France. Et vous, les personnes âgées doivent-elles s'auto-confiner? Il y a visiblement dissension au sein du Conseil de santé. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette proposition. Et puis, faut-il sortir de l'état d'urgence? C'est en train de monter sérieusement, puisqu'on nous dit que il faut être sérieux, mais que tout de même, il y a des améliorations, etc. etc. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention. Commençons peut-être avec Laurence Taillade. Oui Valérie, alors il y a encore eu une attaque de policiers mercredi dernier à Hermont, donc mercredi après-midi à 18h. Donc des policiers qui se sont retrouvés encerclés par 50 individus alors qu'ils intervenaient pour disperser une population qui était en train de faire un tournage de clip rap sauvage. Ils ont été obligés évidemment de faire emploi de la force pour pouvoir se dégager. Donc il y a eu des tirs de LBD, de grenades, etc. Mais moi je voudrais revenir sur le fait que finalement on a des attaques de ce type quasiment tous les jours maintenant, et c'est devenu tellement courant qu'on s'en fait peu l'écho dans les médias. On en a quand même pas mal parlé cette semaine. Heureusement, mais en même temps on ne peut pas parler tous les jours malheureusement des attaques de policiers qui ont lieu, et c'est fort inquiétant parce que finalement la police et les gendarmes, ce sont ceux qui portent aujourd'hui les lois, l'application de l'ordre, ce sont les forces de la République, et quand on prend les chiffres, c'est totalement alarmant. C'est-à-dire qu'on a quand même plus de 10 000 agressions de forces de l'ordre par an, des agressions qui pour près de 60% sont des agressions, sont des blessures par agression, je veux dire. Et on a une augmentation de plus de 71% depuis 2012. Donc on voit bien que là, ça devient quelque chose de plus en plus fréquent, de plus en plus grave. Et on a l'impression que c'est un petit jeu qui est mené entre différents quartiers et puis les forces de l'ordre, une espèce de guérilla urbaine. Moi, là où je suis inquiète, c'est d'avoir entendu les déclarations de la défenseure des droits, alors même si elle est plus ou moins revenue dessus, parce que finalement, on se rend compte que la petite musique de créer des zones de non-droit n'est plus si dramatique que ça, que la petite musique de la fracture ou de la partition qu'avait évoqué François Hollande n'est plus si grave que ça, et je trouve ça extrêmement alarmant, et je pense qu'aujourd'hui on devrait demander aussi la dissolution d'un certain nombre d'institutions qui n'ont pas de rôle réel, comme par exemple le rôle du défenseur des droits, parce que finalement si on avait une justice qui joue son rôle, c'est-à-dire qui condamne, qui c'est un peu le cas dans tous les sujets, et qui donne un cadre, et bien effectivement on n'aurait pas ce genre de problème, je pense. Bon, voilà, c'est dit, mais on en a quand même pas mal parlé. Mais Pierre Jacquemin, dans ce cas, c'est vrai. Annulons, interdisons, ou en tout cas supprimons la Cour européenne des droits de l'homme, supprimons toutes les institutions qui justement défendent ceux qui sont les plus vulnérables. Enfin, arrêtons aussi avec nos institutions de la République qui ne servent à rien. C'est absolument aberrant. On a effectivement une défenseur des droits, d'abord. Donc vous venez de caricaturer les propos parce qu'elle ne demande pas des zones de non-droit, elle a demandé effectivement une expérimentation, ça s'appelle une expérimentation qui vise effectivement à éviter les contrôles aux faciès. On a tout essayé, elle propose quelque chose qu'on n'a jamais essayé. Les contrôles aux faciès, on le sait tous, c'est quelque chose qui crée des tensions parce qu'on va toujours contrôler les mêmes partout, dans les mêmes lieux, les mêmes personnes dites racisées parce qu'elles ont un visage qui rend suspect toute présence dans l'espace public. Donc oui, c'était une proposition intéressante qu'il faut verser au débat, qu'il faut discuter et qu'il ne faut pas jeter comme un revers de... elle a été balancée d'un revers de main. Mais les travaux, en tout cas... Ça revenait quand même à créer des zones de non-droit, Pierre. Non, ça ne crée absolument pas des zones de non-droit. Vous voyez des zones de non-droit dans Paris, dans les villes, c'est créer des zones de non-droit. Je suis désolée, monsieur Jacquemin, mais dès lors que l'on dit qu'on ne doit pas contrôler dans certains quartiers, c'est bien le fait de dire qu'il n'y a plus de... C'est pas ce que dit la contrôleur des
des droits. Moi, je crois que, Pierre, pardon, hein, mais je crois que la réponse n'est pas tout à fait pertinente. Le problème, c'est pas de supprimer ou pas des institutions qui défendraient les plus vulnérables. Les institutions comme le Défenseur des droits ou la CEDH que Pierre vient de citer, par exemple. C'était une ironie quand je disais ça, bien sûr. Non, mais ce sont des institutions. Non, bien sûr, on a compris que c'était l'ironie, mais ce sont des institutions qui défendent non pas les plus vulnérables, mais qui défendent tout le monde. C'est-à-dire que ce sont des institutions qui sont les garantes de nos principes et des principes fondamentaux. Et je prends un exemple qui est un exemple dans l'actualité récente, c'est que qui a saisi la CEDH par exemple récemment, c'est Éric Zemmour qui en a été le principal pourfendeur avec Marine Le Pen depuis maintenant des années. Et c'est pareil pour les défenseurs des droits, c'est-à-dire que certes on peut s'émouvoir à certains moments que la défenseur des droits puisse faire preuve d'un activisme qui puisse désarçonner ou surprendre, etc. Mais elle est parfaitement dans son rôle d'abord, et puis ensuite il faut reconnaître qu'il y a de la part de certains membres des forces de l'ordre, moi j'ai suffisamment soutenu les forces de l'ordre ces dernières années pour pouvoir le dire très tranquillement, il y a de la part de certains membres des forces de l'ordre des comportements qui sont inacceptables, qui sont des comportements racistes, parfois des comportements violents, et on sait bien que dans les quartiers où il y a une très forte concentration de personnes issues d'immigration ou d'immigrés, eh bien évidemment, dans ces quartiers-là, souvent les droits ne sont pas respectés. Alors certes, il y a de la délinquance qu'il faut combattre très brutalement quand c'est une délinquance qui vise à se substituer à la loi de la République, mais on ne peut pas non plus fermer les yeux sur le comportement de ceux qui doivent être les plus exemplaires. C'est très dur ce qu'on demande aux policiers, mais malheureusement, ce sont les gardiens de la République, et donc ce sont eux qui doivent être les plus exemplaires. On l'a vu dans les manifestations de Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que les policiers, on les a envoyés au casse-pipe à certains égards dans les manifestations de Gilets jaunes, comme on les envoie au casse-pipe dans les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'on les envoie face à des problèmes sociaux qui sont absolument impossibles à régler, et on leur demande de régler les choses par la violence. Mais on ne peut pas continuer comme ça pendant des années avec cette méfiance qui existe. On ne peut pas dire ça. On ne leur demande pas de régler les choses par la violence. Je crains malheureusement que les pouvoirs successifs les fassent comme ça. C'est pas ça du tout. Enfin, excusez-moi, on ne leur demande pas de régler les choses par la violence. Ils arrivent, ils tombent dans des guet-apens, c'est eux qui sont victimes de la violence. Ne caricaturez pas les choses. Enfin, ce sont deux choses différentes. Non, c'est la même chose, parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est d'abord, moi, je temporiserai un petit peu sur les remarques de Laurence disant qu'on en a de plus en plus. Je rappelle qu'en 2005, on a eu un mois d'émeute qui était autre chose que ce qui se passe actuellement. C'était en 2005, c'est-à-dire il y a 16 ans. Bon, alors ça ne s'est pas amélioré depuis, on peut que le regretter, parce que les choses ont peut-être dérivé, mais enfin... On n'en est pas encore aux émeutes qu'on a connues. Non, on ne parle pas d'émeutes, on parle d'un quotidien. On parle d'un quotidien. Les émeutes de 2005, c'était quand même autre chose. Oui, mais on ne parle pas d'émeutes, ça n'a rien à voir. Elles étaient localisées, les émeutes de 2005. Elles étaient localisées. Là, c'est l'ensemble du territoire français qui est victime de ce genre d'agression. Oui, mais elles avaient flambé pour une cause précise et particulière. Qui était liée à des violences policières. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Mais là, on sait pas très bien ce qui s'est passé. Non, mais Jérôme Dubus, on parle de policiers qui vont dans des cités ou qui vont, parce que c'est quand même dans ces endroits-là que ça se passe, et qui se font caillasser. Et ça existe. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc, on semble découvrir la Lune. C'est ce qu'on a dit cette semaine. Ça existe. On ne semble pas découvrir la Lune. Je crois que ça existe depuis des années. Enfin, je suis non, mais désolé. quand le ministre de l'Intérieur dit on va changer la législation et déterminer que les mortiers sont des armes par destination, c'est déjà le cas. Donc il n'y a que de l'annonce, il n'y a pas de concret, il n'y a rien. Le problème, Valérie, c'est que c'est pas les annonces du gouvernement, puisqu'on y est habitué à cette communication récurrente, c'est l'application du droit. Et c'est ça que je suis en train d'expliquer, c'est que c'est bien joli d'avoir une défenseur des droits qui dit on va arrêter les contrôles, mais de l'autre côté, le vrai problème, c'est un problème de justice et de moyens donnés à la justice. Parce que si la justice avait les moyens de passer, c'est-à-dire si on avait les moyens de traduire ces personnes et ensuite de les condamner, on n'aurait pas ce type de problème. Sauf qu'aujourd'hui, les moyens de la justice restent insuffisants. Et comme ils restent insuffisants, eh bien, il y a une forme d'impunité qui s'installe dans ces quartiers qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on agresse des policiers qui sont les représentants, je le rappelle, de la République, sans aucune crainte.
Bon, on va pas refaire le débat qu'on a déjà un petit peu fait. Jérôme Dubus, votre coup de cœur. Alors mon coup de cœur, moi je vais essayer de sortir un peu de ces affaires franco-françaises pour donner un coup de cœur à Mario Draghi, qui est donc le premier, le nouveau plus exactement président du Conseil italien, qui a été choisi à l'unanimité des forces politiques, ce qui est quand même extrêmement rare en Italie, parce que vous savez qu'elles sont nombreuses, depuis l'éclatement du Parti communiste, du Parti socialiste et puis de la démocratie chrétienne italienne. On a une espèce d'atomisation de la vie politique italienne qui fait que, au fur et à mesure, on a des nouveaux partis qui arrivent, 5 étoiles, la Ligue, Forza Italia, etc., et qu'on n'a pas de stabilité finalement sur les décisions politiques. Alors je ne sais pas si Mario Draghi va réussir. En tout cas, il a une énorme majorité, presque trop importante d'ailleurs, parce qu'il y a quasiment plus d'opposition. Il y a l'opposition de l'extrême droite, là, qui est à la droite de la Ligue, qui a dit qu'elle ne participerait pas au gouvernement et qu'elle s'opposerait aux décisions de Mario Draghi. Mais je crois que l'Italie a un espoir de sortir de cette espèce d'instabilité politique depuis des années qui fait qu'on n'a pas de suivi dans les mesures et qu'on n'a pas d'application ni de réforme réelle. Alors, Draghi a été très clair, il a mis sur table un programme qui est extrêmement ambitieux de réforme politique. Je ne sais pas s'il y arrivera. Pour le moment, les Italiens ont l'air de le suivre. Alors c'est tout nouveau, il vient d'arriver bien évidemment. Il a fait ses preuves à la BCE. Tout le monde a reconnu qu'il avait fait un boulot considérable en tant que gouverneur de la BCE. J'espère qu'il va réussir. Il a dit 2 choses très importantes. C'est 1, je veux réformer, et il a annoncé ses réformes très claires pour 6 ans. Alors que les élections ont lieu dans 2 ans, donc il se projette dans l'avenir, c'est assez nouveau. Et puis deuxièmement, il veut renforcer l'intégration politique de l'Italie au sein de l'Union européenne, en se rapprochant et de la France et de l'Allemagne. Donc c'est plutôt des signaux très positifs, à la fois pour l'Italie et pour l'Union européenne. On va y revenir, et Pierre, vous voulez réagir, et on aura également le coup de gueule de Mehdi. À tout de suite. 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Nous commentons l'actualité avec Laurence Taillade, président du Parti républicain solidariste. Votre livre « Être une femme en 2020 » est paru chez Michalon. Mehdi Ouraoui, essayiste et spécialiste du discours politique. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard et coordinateur du livre « Dessine-moi un pangolin » qui est paru aux éditions au Diable Vauvert. Et Jérôme Dubus, membre de La République En Marche. On va parler de l'islamo-gauchisme. On en a déjà parlé cette semaine, mais un sondage ce matin nous dit que 6 Français sur 10 pensent que c'est un courant de pensée qui est répandu en France. On va revenir sur cette suggestion du Conseil scientifique de confiner les personnes âgées qui doivent s'auto-confiner. Je pense qu'elles le font déjà. Assez étrange, ces dissensions au sein du Conseil scientifique. Et puis, à quand la fin de l'état d'urgence? On évoquera tous ces sujets. Mehdi Ouraoui, un coup de gueule? Oui, un coup de gueule suite aux annonces qui sont en cours d'être faites là dans la journée qui vient par Florence Parly, donc la ministre de la Défense, sur le lancement de la construction de 4 nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Alors franchement, j'ai un point de vue nuancé sur la question de la défense nucléaire, etc. française, et notamment sur la question de notre partage avec nos partenaires européens de l'arme nucléaire, etc. Mais il y a quelque chose de totalement décalé et un peu fou dans cette espèce de fierté de la ministre d'annoncer comme ça le lancement de 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins avec cette espèce en plus de fierté soi-disant industrielle sur la question qui est un peu délirante à l'heure où on en parlait sur la justice à l'instant, par exemple sur le budget de la justice, quand on pense qu'on est en bas du classement ne serait-ce que des pays de la zone euro, qu'on est en bas du classement sur les universités pour ce qui est du classement de Shanghai, quand on voit qu'on n'a pas été capable, alors qu'on avait Sanofi dans les fleurons industriels pharmaceutiques, d'avoir un vaccin français dans cette pandémie, de continuer cette course aux armements qui est une course mondiale, après ça il faut le reconnaître, mais continuer cette course aux armements qui est un peu folle et qui en plus n'est absolument pas coordonnée avec nos voisins européens. C'est-à-dire si on prend par exemple le cas de l'Allemagne qui augmente aussi ses dépenses militaires, on voit que les dépenses d'investissement militaire pour l'Allemagne sont plutôt orientées vers l'OTAN et sur son investissement dans l'OTAN, donc absolument pas dans une forme d'indépendance ou de souveraineté européenne. Donc il y a quand même quelque chose d'assez délirant de voir que nos dirigeants continuent à jeter de l'argent comme ça dans l'industrie de l'armement, dans l'industrie de défense,
défense, sans se poser de questions sur quelles seront probablement les vraies menaces dans les années qui viennent. On reste sur quelque chose de très old school, pour parler en bon français. Donc vraiment, on reste sur du nucléaire très classique, sans penser aux vraies menaces qui se présenteront dans les années qui viennent. Et dans ces vraies menaces, j'en cite une qu'on a eu malheureusement à déplorer ces dernières semaines. Ouais. C'est évidemment, ce sont des institutions comme des hôpitaux qui sont victimes de rançon logiciel, donc de logiciels qui vous rançonnent, qui bloquent tous vos systèmes informatiques. Ce genre d'attaques, qui sont des attaques qui seront les attaques du futur, éventuellement des attaques bactériologiques, des attentats bactériologiques. Les spécialistes parlent d'attentats bactériologiques dans les années qui viennent. Et donc, on sait bien qu'il y a un très fort investissement à plutôt déployer sur ce type de menaces. Et aujourd'hui, on reste sur quelque chose qui est de l'ordre du prestige, peut-être, mais qui ne correspond pas aux menaces qui se déploieront dans les années qui viennent. Oui. Il y a un plan d'1 milliard qui a été annoncé en ce qui concerne la cyberdéfense, quand même. Oui, un plan d'1 milliard qui est annoncé, mais qui n'a rien à voir avec c'est la construction de ces sous-marins, de ces sous-marins. Alors, il y a aussi, Laurence, je pense que Mehdi, je ne sais pas s'il l'a relevé, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai relevé dans la presse ces derniers mois, c'est que la construction européenne est en train aussi de porter un coup très très grave à notre industrie française, puisque l'Allemagne, dans sa perspective de construction d'armée européenne, est en train de négocier avec Emmanuel Macron la rétrocession d'un certain nombre de nos industries, notamment là actuellement c'est Nexter qui est en train de faire des alliances avec KMW pour créer une filiale qui permettra de collaborer sur la construction d'un certain nombre de matériels, mais le résultat c'est qu'une grande partie de la production va échapper au modèle français. Et puis il y a aussi quand même un symbole, c'est Dassault Aviation qui aujourd'hui aussi avec son Rafale est en train de concéder à l'Allemagne un certain nombre de sa production, notamment la production des moteurs d'avion, si je ne me trompe. Ce qui veut dire qu'en réalité, la France a déjà peu d'industrie, mais en plus est en train de rétrocéder une partie de son industrie à l'Allemagne, ce qui est absolument scandaleux. Oui, Jérôme Dubuis. Non, moi je ne partage pas ce qu'a dit Mehdi. Ce n'est pas du tout le moment de baisser la garde. Ce n'est pas du tout symbolique, ces 4 sous-marins nucléaires. D'ailleurs, nous avons en Europe, avec l'Angleterre, l'arme nucléaire. L'Allemagne ne l'a pas, donc on est dans des conditions totalement différentes. Et c'est précisément la raison pour laquelle nous ne faisons pas les mêmes investissements que l'Allemagne. Ouais. C'est complètement différent. La comparaison Allemagne-France ne tient pas la route. Je rajoute que depuis à peu près 2007, les budgets de la défense n'ont cessé de baisser. L'arrêt a été fait en 2017. On a commencé à réaugmenter les budgets de la défense de l'ordre de 2-3% par an, ce qui n'est pas énorme. On ne va pas épiloguer sur ce sujet, mais précisément, ce n'est pas le moment de baisser la garde. Oui, Pierre, Jacquemin. Moi, je constate une chose, c'est que le projet européen dont on vient de parler, en tout cas ce qui se construit, ce qui se joue en ce moment à l'échelle européenne, il y a 2 éléments majeurs que sont la défense et que sont la fermeture des frontières. C'est les plus gros budgets qui sont investis en ce moment. Ça ne me paraît pas en ce moment être le bon angle pour construire une Europe à l'aune de ce qu'on est en train de vivre, la crise sanitaire. Je pense que justement l'Europe a davantage besoin d'investissements dans la santé, dans la solidarité, pour mener des politiques fiscales beaucoup plus harmonieuses à l'échelle des pays européens, plutôt que de mettre de l'argent à vouloir fermer nos frontières et à vouloir toujours surenchérir sur les questions de défense. Et ça m'inquiète plus sur les leçons qui doivent être tirées justement de la période qu'on traverse. Alors, je vais vous donner la parole dans un instant, Pierre Jacquemin. Moi, j'avais un coup de gueule contre l'avocat Alain Jakubowicz qui hier a tweeté à propos de la plainte contre Patrick Poivre d'Arvor. À qui le tour? Sacré filon pour les bookmakers et pour les bookmakeuses. Je trouve que cette réflexion est particulièrement dégueulasse. Voilà, je pense qu'il y a une parole qui se libère. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. Mais je trouve que ce que se prend cette jeune femme qui porte plainte dans la figure depuis 2 jours peut faire réfléchir ceux qui disent c'est pour faire la promotion de son livre. Je trouve que c'est bien cher payé la promotion d'un livre que de se faire traiter de folle, d'hystérique et d'avoir un avis sur mais pourquoi elle y est retournée, sur l'emprise. Enfin, je lis des commentaires assez dégueulasses quand on ne sait pas, on ne dit pas des choses comme celle-là. Je me souviens, je ne vais pas la citer, mais je me souviens d'une
d'une responsable politique et l'une des premières à avoir dit publiquement le viol dont elle a été victime, même si je sais qu'elle n'aime pas qu'on dise qu'elle a été victime de viol, elle a subi un viol. Plusieurs de plusieurs amis politiques, et pas qu'amis politiques, lui avaient reproché d'avoir dit publiquement son viol pour en faire pour faire sa promotion politique, ce que je trouvais à l'époque vraiment à vomir. Et on est effectivement dans ce registre-là, et je sais que toutes les femmes qui prennent la parole aujourd'hui se retrouvent souvent à être du coup les accusées, les mises en cause, alors qu'elles sont elles-mêmes victimes. Et c'est ce qui se pas trop généraliser. Je veux pas généraliser. Attendez. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de complaisance. On va sans doute parler de complaisance tout à l'heure pour un autre sujet, mais il y a beaucoup de complaisance qui est aujourd'hui faite à l'égard de tous ces hommes puissants. Souvenez-vous du discours de l'ancienne ministre, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, socialiste, qui parlait de Dominique Strauss-Kahn en disant Elisabeth Guigou qui disait c'est un homme généreux, gentil, il n'a pas besoin de ça, il n'a pas besoin. Elle n'était pas la seule. Ce que je veux dire, c'est qu'il se développe un discours autour des hommes puissants qu'il faut protéger. Cet entre-soi, que ce soit des avocats, des avocats, des journalistes, pas tous en même temps, que ce soit des avocats, des journalistes qui protègent cet entre-soi. Et c'est ça le cœur du problème aujourd'hui qui doit nous sauter à la figure, c'est de se dire en fait regardons qui défend qui aujourd'hui dans ces situations. Et aujourd'hui l'avocat qui vient plaider dans les médias pour dire que cette jeune femme vient faire la promotion de son livre alors que elle dénonce je l'ai entendu de la part d'autres commentateurs et c'est absolument inadmissible. Simplement, je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Non, mais sans parler du fond, on peut parler. On est bien d'accord. C'est inadmissible ce qui est dit sur cette jeune femme. Moi, je connais pas du tout le fond de l'affaire et je veux pas me m'immiscer dans cette affaire tant que les juges ne l'auront pas jugé. C'est le cas de le dire. Simplement, ce que je constate, c'est que ça n'a pas été le cas dans l'affaire Duhamel, où c'est plutôt Duhamel qui s'est mis en retrait. Oui, parce qu'il s'est mis tout de suite en retrait et qu'il n'a pas annoncé porter plainte. Et surtout parce qu'il a été nommément accusé. Là, il est nommément accusé. Non, parce que dans le livre que vous citez, Valérie, justement, il n'y a pas le nom de PPDR. Non, mais elle a porté plainte depuis. Elle a porté plainte mercredi. Donc le nom est cité. Dans un deuxième temps, elle a porté plainte. Moi, je ne veux pas excuser qui que ce soit. J'ai trouvé que c'était inadmissible ce qui a été dit. Je suis assez surprise d'une chose, c'est que j'entends qu'on parle de l'aspect médiatico-politique. C'est intéressant, mais c'est pas. Il n'y a pas que ça, vous avez raison. Il n'y a pas que ça. Et je pense quand même qu'il faut quand même recadrer les choses et parler des femmes. Parce que quand on sait que 9 femmes sur 10 ne vont pas porter plainte ou alors vont retirer leur plainte et que la plupart des plaintes n'aboutissent pas parce qu'il n'y a pas de condamnation, parce qu'il est très difficile de prouver un viol quand on n'a pas réagi dans les premières heures. Donc je pense que c'est ça aussi qui doit être le creux du problème, c'est se poser la question non seulement de la libération de la parole, mais aussi de la façon dont la parole est reçue et dont les victimes sont bien restées au cadre au statut de victime. Parce que le problème, c'est effectivement cette inversion de la charge de la responsabilité qui est un vrai problème dans notre pays, où finalement la femme est considérée comme celle qui a perverti l'homme et qui l'a forcé finalement à cet acte de viol. Donc à un moment, il va falloir quand même remettre les choses à l'endroit, arrêter de penser qu'il n'y a que des personnalités qui portent plainte contre des personnalités. Il y a surtout dans notre pays un non-dit très important qui fait que les femmes sont découragées de porter plainte et je pense que c'est ça qui est le plus important. Oui, et dire que certains annoncent qu'ils vont porter plainte pour diffamation, ça a été le cas de Nicolas Hulot qui s'était indigné, qui avait joué les vexés, les blessés, qui a porté plainte pour diffamation et qui a retiré sa plainte un 24 décembre. Parce que porter plainte pour diffamation, ça veut dire faire la preuve que ce dont vous avez été accusé est faux. Et donc, c'est peut-être un déballage. Laurence a parfaitement raison. Regardez l'affaire Tron. Regardez l'affaire Tron, c'est quand même absolument invraisemblable. En première instance, M. Tron est totalement innocenté, alors que les faits n'ont pas bougé. Et en appel, il est condamné à 5 ans, dont 3 ans de prison ferme, alors que les faits sont exactement les mêmes. Mais le premier procès n'était pas le même. Il faut lire les attendus du jugement, les 6 pages. Vous comprendrez peut-être pourquoi. On se retrouve dans un instant. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Ensemble, parlons vrai sur Sud Radio. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On va peut-être passer à autre chose, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Laurence Taillade. Non, bon, allez. Alors Pierre Jacquemin, Pierre, on n'a pas eu votre coup de gueule, mais qui va, je crois, nous amener sur un débat que nous avions prévu d'aborder. Oui, j'ai un coup de gueule sous forme de devinette. C'est un coup de gueule contre un conseiller municipal. J'imagine que vous ne voyez pas tout de suite qui c'est. Un conseiller municipal catalan. Est-ce que vous voyez qui c'est ?
Non. Un conseiller municipal catalan, ça vous parle pas? Je suis sûr que les auditeurs auront connu. Tout le monde l'a oublié, ça y est. Il est un ancien Premier ministre français, ça vous dit quelque chose? Voilà, mon coup de gueule est contre Manuel Valls, qui visiblement n'est pas assez occupé au conseil municipal de Barcelone, puisque dès qu'il y a le mot islam qui apparaît en France, dès qu'il y a la polémique qui apparaît en France sur la question de l'islamo-gauchisme, le revoilà. Et hier, il est venu donner des leçons à ses anciens amis socialistes, puisque le patron du PS, Olivier Faure, a déclaré dans la presse ne pas savoir ce qu'était effectivement l'islamo-gauchisme, ou même je ne sais pas, on va en parler tout à l'heure. Et Manuel Valls lui a donné la définition de l'islamo-gauchisme. Il a dit, je le cite, c'est l'alliance directe ou indirecte entre une partie de la gauche et l'islam politique ou l'islamisme. Alors j'ai une question. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez me citer, est-ce que vous pourriez me donner des noms de personnalités politiques de gauche qui revendiquent, qui assument leur alliance directe ou indirecte avec l'islam politique? C'est plus subtil que ça, je pense. En tout cas, moi, j'ai une personne à vous nommer, en la personne de Manuel Valls. S'il doit y avoir une personne aujourd'hui islamo-gauchiste telle que Emmanuel Valls, Manuel Valls le définit, c'est-à-dire l'alliance directe ou indirecte entre une partie de la gauche, puisqu'il se revendique de la gauche, même si on en doute, mais il s'en revendique, et l'islam politique, c'est Manuel Valls. Et j'en ai une preuve par l'image que je vais montrer à l'écran. Je ne sais pas si on la voit. On est comme pour ceux qui nous suivent sur YouTube ou sur Manuel Facebook. Valls, Premier ministre en 2015, avec le roi d'Arabie Saoudite, le roi d'Arabie Saoudite, qui est une monarchie islamique. Donc s'il y a bien quelqu'un qui assume et assure l'alliance entre une partie de la gauche et les islamistes, ou en tout cas l'islam politique, c'est Manuel Valls. Donc l'islamo-gauchisme, en tout cas Emmanuel Valls, est sans doute un des plus grands représentants et un des plus dignes représentants de l'islamo-gauchisme. Tout ça pour dire que... Tout ça pour dire... Il représentait la France, il représentait tout ça pour dire que Manuel Valls... Je termine. Tout ça pour dire que Manuel Valls, quand il s'agit de taper sur ses anciens camarades, il est le premier. En revanche, pour dire qu'il va en Arabie Saoudite pour aller vendre des armes, en l'occurrence à l'Arabie Saoudite, qui elle-même utilise ces armes pour aller bombarder le peuple du Yémen, là, il n'y a plus personne. Manuel Valls n'est responsable de plus rien du tout. Ils sont en responsabilité. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, à travers ce terme islamo-gauchiste, on va en reparler tout à l'heure, mais ceux qu'on identifie comme les islamo-gauchistes, comme je peux être, parce que je sais que la revue Regard, comme Mediapart, comme des syndicats, etc., sont dans le viseur de ce gouvernement parce qu'on serait des islamo-gauchistes. Nous n'avons jamais été en responsabilité, nous n'avons jamais été en capacité de faire la promotion d'un islam politique, contrairement à des gens comme Manuel Valls, qui a été Premier ministre, qui est allé en Arabie Saoudite saluer le roi d'Arabie Saoudite et vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Je sais pas ce que Pierre a pris au petit déjeuner. Complètement délirant. Mais franchement, qu'est-ce que fait Manuel Valls? Pas tous en même temps. Il va vendre des armes. Pas tous, Manuel. Qu'est-ce que fait Manuel Valls quand il va en Arabie Saoudite? Attendez, mais Jérôme, juste quand même pour je trouve que tout ça est assez pertinent, mais quand même un peu tiré par les cheveux. Et surtout, je ne sais pas ce que Pierre a appris au petit déjeuner ce matin, mais réussir à qualifier Valls de gauchiste, même en accolant le terme d'islamo-gauchiste devant, c'est quand même. Écoute, je n'ai fait que reprendre la définition de Manuel Valls, l'alliance directe ou indirecte d'une partie de la gauche dont il se revendique avec l'islam politique. Manuel Valls, fait partie de cette gauche, mais qui se revendique de gauche, et il est avec un représentant de l'islam. Vous savez très bien que il y va en tant que Premier ministre. Alors attendez, Jérôme, je finis juste sérieusement. Vas-y. Je crois surtout que là, pour le coup, il était dans un rôle qui est un rôle assez détestable d'un certain nombre de nos élites depuis des années, qui est ce rôle d'accommodement avec certains régimes. Alors là, tu viens de citer l'Arabie Saoudite, mais on peut citer le Qatar, qui est vraiment l'exemple type du faux ami ou du faux meilleur ami depuis des années, et qui depuis des années invite à tour de bras les dirigeants français, et tous ces braves gens ont quand même soigneusement évité de regarder de trop près le comportement du Qatar, y compris avec les gens qui demandent plus de démocratie dans ce pays. Et donc, je crois que c'est pas tellement lié à son appartenance à la gauche, pour le coup. Je crois que c'est comme si tu avais sorti les images de Jean-Luc Mélenchon accueillant Bachar al-Assad parce que Jospin pouvait pas l'accueillir, on voulait pas l'accueillir il y a une vingtaine d'années. Bon, c'est surtout que tout ça est ridicule. C'est-à-dire que la République française s'honore d'avoir un certain nombre de principes universalistes, et en revanche, pour des soi-disant considération de réel politique, et on le voit bien dans nos ventes d'armes. Manuel Valls a été Premier ministre, il était quand même en capacité de dire, regardez, une des premières choses que le président américain aujourd'hui, Joe Biden, fait, c'est de décider d'arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Manuel Valls a été une responsabilité, il assume de l'avoir fait. Non, mais je partage Mélenchon n'a pas la responsabilité politique d'avoir vendu des armes. Ça n'est pas lié à la gauche. En même temps. Alors attendez, Jérôme Dubus. Je partage ce qu'a dit Mehdi à l'instant même, et c'est frappé au coin du bon sens. Manuel Valls, sur cette
photo est effectivement avec le prince, le roi d'Arabie Saoudite, effectivement, dans une relation internationale et institutionnelle, comme tous les premiers ministres et tous les présidents de la France, y compris les présidents socialistes. Il n'y a pas eu de président socialiste, que ce soit M. Hollande, que ce soit François Mitterrand, qui ont dénoncé les accords avec l'Arabie Saoudite. Pourtant, tout le monde était parfaitement au courant. Donc, c'est pas parce que vous avez dans une relation... Mais Jérôme, la différence, c'est que François Mitterrand était... Je termine, 30 secondes, je t'ai écouté, tu m'écoutes. Je rappelle que tous les présidents et tous les premiers ministres, quelle que soit leur couleur politique française, ont eu des relations et ont entretenu des relations avec l'Arabie Saoudite, tout en savant très bien ce qui se passait. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que vous êtes allé à une visite institutionnelle du roi d'Arabie Saoudite, Jérôme Dubuc, qu'est-ce qui se joue derrière la visite ? Attends, je termine, que vous êtes en capacité de ne pas dénoncer l'islamo-gauchisme. Mais Pierre, deux choses totalement différentes. Pierre, un auditeur nous dit il a réussi à noyer le poisson, Pierre Jacquemin, un vrai malin gauchiste. Je prends Manuel Valls sur ces mots. L'islamo-gauchisme, c'est l'alliance directe ou indirecte de l'islam politique et d'une partie de la gauche. Pardon, mais Manuel Valls se revendique de la gauche et il est en photo en train de négocier des armes. En train de négocier des armes. Non, pardon, c'est faux de dire ça. Pourquoi il va là-bas ? Pourquoi il va là-bas ? Si ce n'est pour aller vendre des armes. Pardon, mais non, il y a une alliance objective. Et il le définit lui-même. D'ailleurs, ils sont justifiés en 2016 suite à cette photo. Je vais être un peu désagréable. Il est dans une relation stratégique. C'est une alliance stratégique entre la France. Je termine là-dessus. Il est dans une alliance stratégique. Je suis désolé d'être un peu désagréable, mais tu es la dernière personne en France à t'intéresser à lui. Vous allez me dégommer si vous voulez après, mais je termine là-dessus. Il est dans une alliance qu'il assume stratégique. Attends, je finis. Il assume une alliance stratégique entre la France et l'Arabie Saoudite pour des intérêts financiers, des intérêts qui sont le commerce d'armes. Donc il n'arrive pas à expliquer qu'aujourd'hui une partie de la gauche qui n'a pas de responsabilité politique, qui n'est pas en responsabilité politique aujourd'hui et qui n'assume pas d'avoir des relations avec les islamistes politiques, lui, il l'a fait, il l'assume. Alors, Laurence n'a pas parlé. Bah non, j'essaye, mais c'est compliqué parce que M. Jacquemart a tendance à un peu monopoliser. Non, mais il va vous écouter maintenant. Voilà. Alors, moi, je vais répondre à sa question puisqu'il veut avoir le nom de personnalités de gauche qui entretiennent des liens avec les franges. On n'est pas là pour faire des listes. Bah oui, mais bon, à un moment, il pose une question, on peut lui répondre parce que c'est bien gentil d'attaquer Manuel Valls. Moi, j'ai pas d'acquaintance particulière ni avec Manuel Valls ni avec. Je ne sais pas du tout pourquoi on parle de Manuel Valls. Voilà, moi non plus, parce que pour autant, voilà. C'est lui qui a sorti hier la définition de l'islamo-gauchisme. Une fois de plus, Oui, allez-y, Laurence. Plus, on ne peut pas parler. Bon. Allez-y, Laurence. Alors, parler de Dorothée ou de Jackie aussi. Je note juste que si on prend la politique en France, d'accord, nos élus en France, on a des gens comme Clémentine Autain, Daniel Obono. C'est bien de citer des noms, mais prouvez-le. Quel lien avec l'islam politique? Prouvez-le. Voilà, je ne peux pas parler. C'est bien de sortir des noms, mais prouvez-le qu'ils ont des liens avec l'islam. Non, mais ce qui est fou, c'est que vous savez quoi? Mes poules, elles sont plus disciplinées que vous. Donc, c'est gentil. Mais il ne s'agit pas que de donner des noms. Dites pourquoi ils sont. Parce que moi, il y a un auditeur qui m'envoie des photos. Le nouveau maire de Stein, Azdine Taïbi, ne se promène pas avec l'écharpe tricolore, mais avec l'écharpe palestinienne. J'ai des photos de Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi le rapport avec l'islam politique, l'écharpe palestinienne? Quel est le lien entre l'islam politique et l'écharpe palestinienne? Je voudrais finir, si M. Jacquemart veut bien me laisser parler. Merci. Oui, allez-y, Laurence. Donc, si on reprend, je reprends les noms, donc Madame Obono, Madame Autain, Monsieur Besancenot, Monsieur Poutou, qui participent à des congrès à la Bourse de Saint-Denis régulièrement, aux côtés du PIR, du CCIF. CCIF, je rappelle, qui a été interdit justement pour ses positions radicales. Là, on peut se poser des questions, et en l'occurrence, c'est pas à l'extérieur, à l'étranger, pour des relations internationales. Qu'est-ce qu'effectivement on peut condamner, parce que je trouve lamentable d'organiser ce genre de marché d'armes, parce que c'est un scandale. Mais pour autant, je pense qu'à un moment, il faut quand même d'abord regarder ce qui se passe chez nous et les accointances réelles qu'il y a entre certaines personnalités, voire des élus, voire des parlementaires qui aujourd'hui portent la parole de la France, dans la France, et qui ont ces accointances avec un islam radical. Donc, M. Valls a raison. Pourquoi est-ce que un certain nombre, il y a le comité Hébert qui a été exclu de la France Insoumise, ce sont des auditeurs qui m'envoient ces arguments, pour avoir évoqué l'entrisme
l'entrisme islamiste au sein des syndicats. Ils ont été exclus suite à cela. Il y a la manif du 10 novembre aussi. Mais Valérie, je vais prendre 3 secondes sur cette manif du 10 novembre parce que c'est effectivement cela et j'y étais, donc je l'assume et je le revendique de la même manière que j'y étais après les attentats de Charlie à une marche où il y avait 4 millions de personnes devant laquelle il y avait des bourreaux qui sont des chefs d'État et personne n'a crié au fait qu'on était tous dans cette rue face avec des bourreaux qui manifestaient en tête de cortège. J'étais à la manifestation, j'étais à la manifestation pour Mireille Knoll qui a été sauvagement abattue parce que je suis profondément engagé contre la lutte antisémite. Il y avait des gens du Front National, il y avait des gens avec lesquels j'avais pas envie de manifester. J'y étais. J'étais aussi à la manif du 15 novembre parce que je crois qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les racismes et que quel que soit le combat contre le racisme, il faut être présent et j'y étais. Comme pour la manif pour Mireille Knoll, comme pour la manif pour Charlie, comme pour la manif contre il y a un racisme anti-musulman en France ou une islamophobie grandissante en France, donc j'y suis. Donc il ne s'agit pas de dire que je suis aux côtés des islamistes quand je suis dans une manifestation. Non, là je suis pas d'accord. On comprend rien. On entend vous parler tous en même temps, on comprend pas. La manif du 10, Pierre, pardon, je suis désolé, c'est une manif qui restera comme une tâche dans l'histoire de la gauche. Pour toi si tu veux, enfin moi je l'assume. Simple, c'est que moi je comprends qu'il y ait des gens sincères qui aient voulu aller manifester contre le racisme anti-musulman. Moi ça je le comprends. Il y a aucun problème. J'ai participé à trop de manifestations dans ma vie pour reprocher à quelqu'un de vouloir aller manifester contre le racisme anti-musulman. Je crois que c'est une très bonne chose. En revanche, la question c'est qui organise, qui manipule. Tu parles des bourreaux qui étaient des dictateurs plutôt, qui étaient au premier rang de la manifestation pour Charlie. Ils étaient là, mais fondamentalement, on sait très bien que ce n'est pas eux qui organisaient les manifestations. Oui, bien sûr. La manifestation pour Mireille Knoll, moi je n'ai pas entendu des gens crier Allahu Akbar, ou je n'ai pas entendu des gens soutenir Benyamin Netanyahou dans la manifestation pour les élus ont été menacés de mort dans cette manifestation. Les élus ont été menacés de mort dans cette manifestation. Dans la manifestation du 10, moi, ce que j'ai vu, c'est d'abord les organisateurs, et dont le CCIF, et ce que j'ai vu, c'est des gens qui criaient Allahu Akbar, et qui faisaient crier Allahu Akbar à quelques pas du Bataclan. Et ça, je ne crois pas, je te le dis entre nous, je ne crois pas que ce soit dans une caricature, franchement, c'est tellement décevant. Ça, ce sont des faits. Et donc, je crois que... Alors, les bourreaux de Charlie, c'est pas grave. En revanche, des milliers de gens qui manifestent pacifiquement pour dénoncer le racisme anti-musulman, avec quelques crétins qui crient des conneries. Écoutez, c'est pas la première fois que ça se passe. Et c'était pas... Je suis désolé de vous le dire. C'est pas quelques crétins, c'était sur un camion avec une sono organisée par les organisateurs de la manifestation. Stop, c'est la pub, on marque une pause, on va changer de sujet parce qu'en plus on n'a pas pu parler du coup de l'université, mais on va parler de l'autoconfinement des personnes fragiles et âgées. À tout de suite. Expert. Débat. Allez, on va changer de sujet parce que les auditeurs me disent que c'est inaudible quand tout le monde crie et visiblement le débat n'est pas possible sur ce sujet sans hurler. On pourra y revenir éventuellement en fin d'émission. Je voulais qu'on évoque quand même cet avis du Conseil scientifique qui se dit favorable à l'auto-isolement des plus âgés et des plus fragiles pour éviter un reconfinement. C'est une partie des membres du Conseil scientifique qui évoque cela. Moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre la communication et c'est au-delà on va revenir, on parlera du fond, mais sur ces avis qui sont un jour rouge, un jour bleu, puisqu'on a entendu des médecins dire que l'autoconfinement des personnes âgées n'avait pas de sens puisqu'elles sont forcément au contact d'autres personnes. Non, mais le Conseil scientifique, il donne des avis et ces avis sont différents. Le dernier qu'il avait donné par écrit, il y avait le confinement, mais il y avait d'autres solutions aussi pour lutter contre la pandémie. Donc à chaque fois, c'est rendu public. Donc effectivement, ça crée parfois des polémiques. Parlez bien dans le micro, on vous entend mal. Et c'est le cas actuellement. Ça crée une polémique, effectivement, parce que les membres ont débattu et les débats sont sortis. Bon, c'est un sujet, le confinement obligatoire des personnes âgées, qui a été écarté par le gouvernement. Donc le problème est clair. Après, le Conseil scientifique, une partie du Conseil scientifique peut dire « moi j'ai envie d'y revenir, je pense que c'est une bonne solution, etc. » Mais une bonne fois pour toutes, le débat a eu lieu, je vous rappelle, à la rentrée, avant le deuxième confinement, en disant on va essayer effectivement de confiner uniquement les personnes âgées. D'ailleurs, on ne sait pas très bien à quel âge, 65, fragile, 70, on ne sait pas très bien comment les repérer, etc. D'abord, moi, je trouve ça très discriminatoire, donc je suis parfaitement contre. Et deuxièmement, je trouve ça inutile parce qu'une partie des personnes âgées sont déjà confinées volontairement. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc, moi, je crois que le débat est totalement clos, qu'il a été écarté une fois pour toutes par le gouvernement, que c'est pas la peine d'y revenir. Oui, mais enfin, on peut s'interroger sur la communication, Laurence Taillade.
aussi. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, d'abord, il y a une première chose, c'est que c'est une mesure qui serait anticonstitutionnelle. Donc, je vois pas bien comment on pourrait demander à une partie de la population sur la base de quels critères, un critère d'âge, de sexe, enfin voilà, à un moment, on rentre dans quelque chose qui est complètement anticonstitutionnel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que avoir ce type de propos, je trouve que c'est particulièrement insensé et irresponsable. Irresponsable, pourquoi ? Parce que là, on est en train de faire monter un conflit générationnel. Les jeunes contre les vieux, les jeunes qui sont sacrifiés, les vieux qui doivent se sacrifier. Donc à un moment, il va falloir un peu apaiser les choses et revenir à la solidarité. Parce que la solidarité nationale, ça devrait encore parler normalement. Et le principe d'égalité devrait normalement aussi être à la base de nos réflexions. Et donc, je pense que plus que d'infantiliser les gens et de leur dire un tel doit se confiner, un tel ne doit pas se confiner, il serait peut-être temps que les gens prennent leurs responsabilités sur le plan individuel, se rappellent qu'ils ont des droits mais qu'ils ont aussi surtout des devoirs. Et que parmi ces devoirs, il y a le fait, évidemment, de prendre soin des plus fragiles. C'est un peu le principe qu'on avait mis en place en France à la sortie de la guerre avec justement les principes de solidarité et de solidarisme. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne à ça. Oui. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Alors, attention, voilà, attention, parce que quand même, c'est déjà plus que le cas. C'est-à-dire que là, on parle de génération aujourd'hui, on parle de la génération Covid, qui quand même finance les retraites, qui, elle, n'a pas connu l'emploi à vie, qui aujourd'hui voit, alors je pense en particulier aux entrepreneurs, aux micro-entrepreneurs, les gens qui sont totalement ubérisés, etc., doit aujourd'hui subir une crise économique d'une violence telle qu'aucune autre génération n'en a connu, quasiment même en période de guerre, en réalité, où l'économie est totalement à l'arrêt. Et donc, on voit qu'on se retrouve dans une situation où ce ne sont pas quelques recommandations aux personnes âgées, notamment les plus âgées, c'est-à-dire presque le 4e âge, parce que quand on voit l'âge médian des personnes qui décèdent du Covid aujourd'hui, on est sur des personnes qui sont très âgées. Et donc, ce ne sont pas quelques recommandations pour leur dire de se confiner qui vont changer quelque chose. Qui vont changer quelque chose, mais surtout qui vont les blesser. C'est quand même, pardon, enfin, on n'est pas seulement là pour pas blesser les gens, on n'est pas seulement là pour gérer une petite clientèle électorale, on n'est pas seulement là pour dire attention, on a peur parce que les personnes âgées votent un peu plus que les autres. On peut aussi regarder les dégâts absolument colossaux aujourd'hui pour la jeunesse, mais pas que pour la jeunesse, pour y compris des gens d'un âge plus avancé qui aujourd'hui se demandent comment simplement ils vont pouvoir faire manger leurs enfants à la fin du mois. Et donc la solidarité va dans un sens, certes, c'est-à-dire que quand même les jeunes financent la solidarité pour les plus anciens, qui ont eux-mêmes financé la solidarité pour les générations précédentes, etc. Tout ça est très bien et il faut que ça continue. Néanmoins, il faut aussi prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, il y a toute une génération, et pas que la jeunesse, j'insiste là-dessus, aujourd'hui, quelqu'un qui a 40, 50 ans, qui se retrouve complètement à l'arrêt, je ne sais pas comment il rebondit dans l'économie telle qu'on la vit aujourd'hui, dans la violence économique telle qu'on la vit aujourd'hui. Quelqu'un qui a 400, 500 000 euros de dette sur son restaurant, sur son commerce, etc. Je ne sais pas comment il rebondit demain. Et donc, moi, je veux bien qu'on ne vexe pas les gens à l'approche des élections, mais à un moment donné, on peut aussi dire que la solidarité, elle est intergénérationnelle. Alors, qu'on soit bien d'accord, Mehdi, je vais préciser mes propos. Mon propos n'est pas de dire on doit reconfiner tout le monde, pas du tout. Mon propos, il est bien justement de s'appuyer sur la responsabilité individuelle et d'arrêter de vouloir mettre les uns et les autres à l'arrêt, parce qu'il y a quand même un vrai problème aussi avec la culture. Parce que, voilà, moi, je fais partie de cette génération, je suis profession libérale, je fais partie de cette génération qui est touchée de plein fouet par ces confinements, par cette crise. Je ne suis pas toute seule, je vois bien les autres entrepreneurs autour de moi qui ont les mêmes difficultés, qui n'ont plus de ressources pour beaucoup. Donc, c'est une vraie problématique collective. Mais ça n'empêche que on ne peut pas dire à des personnes, parce que vous avez plus de tel âge, vous devez vous confiner. Pourquoi on peut pas? Parce que elles peuvent à titre individuel le décider, mais on ne peut pas leur dire vous allez rester chez vous. C'est ce qu'on appelle l'autoconfinement. Mais la responsabilité individuelle. Moi, je crois qu'à un moment donné, on peut aussi faire preuve de courage politique. Oui, mais le truc, c'est que scientifiquement, ça n'a aucune base et aucune réalité. C'est pas tout à fait vrai. Avec les nouveaux variants, non. Avec les nouveaux variants, non. Parce que la personne âgée qui ne sort pas, elle est bien obligée d'avoir des courses, des gens qui viennent chez elle
Noël ou pour lui apporter des courses. Donc il y aura forcément un contact avec l'extérieur. Aucun pays, pour lutter contre la pandémie, aucun pays n'a choisi de stratifier, si vous voulez, par catégorie d'âge ou par sexe ou par je ne sais quoi. Le confinement, ça n'est pas possible et c'est inutile. On a plusieurs auditeurs et auditrices qui réagissent. L'un d'entre eux nous dit moi je vois des personnes âgées qui sont dans la rue, qui vont faire leurs courses et qui n'ont pas le masque. Je suis obligée à chaque fois de leur rappeler de le faire. On aura toujours des expériences. Il y en a beaucoup. Je reprends ma voix calme et je m'excuse auprès des auditeurs si je les ai fâchés et si je les ai fait fuir. Surtout, j'en suis vraiment désolé. Juste, c'est un débat qui est houlevé, donc on va pas revenir dessus. Et c'est toujours fâcheux de se voir reprocher d'être du côté de la terreur. Donc voilà, c'était pas vous qui étiez visé. Je sais que c'était pas moi qui étais visé, mais ce débat-là m'insupporte parce que les islamo-gauchistes dont je suis, puisque c'est comme ça qu'on nous définit, c'est toujours fâcheux de nous assimiler à des gens qu'on dénonce et qu'on combat. Bref, sujet clos et je m'excuse si j'ai été trop vif. Mais sur ce débat sur le vaccin, vous interrogiez Valérie tout à l'heure de la question de la communication gouvernementale et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'on compense la désorganisation de l'État par un excès de communication. Moi, ce que je trouve frappant, c'est cette espèce de volonté d'afficher, là encore hier, le ministre Véran a annoncé qu'on aurait jusqu'à 8 millions, je crois, de vaccinés jusqu'à la fin mars. J'ai le sentiment qu'on organise en permanence la déception. C'est-à-dire qu'on affiche une volonté politique, on affiche un cap, sauf qu'en réalité, en fait, je pense que le gouvernement ferait mieux d'assumer et d'afficher qu'il y a une incertitude, on ne sait pas ce que seront les variants. Regardez, je ne sais pas si vous avez lu le papier, je l'ai lu ce matin, donc peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais il y a eu un papier ce matin dans Mediapart. Hier, le gouvernement a annoncé que, effectivement, l'AstraZeneca serait disponible pour les 50 et 64 ans dès la fin de ce mois-ci, pour ceux qui sont porteurs de comorbidité, et dès le mois de mars pour toutes les personnes de 50 à 64 ans en pharmacie en accès libre. Sauf que aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, les études qui sortent sur l'AstraZeneca, c'est qu'il est fiable, en tout cas, les tests ont été faits et ils ont montré leur fiabilité à 62 à 70% pour la souche originale du Covid, contre 95 à 94% pour Moderna et Pfizer, mais il ne l'est que de 22% pour le variant sud-africain. Donc, ce que je veux dire, c'est que toutes ces vérités qui sont dans l'espace public ne participent pas à justement cette espèce de confiance qu'on doit avoir et qu'on devrait avoir. Non, je dis pas que c'est efficace à 22%. Jérôme Dubu, je dis pas que c'est de la faute, sauf que hier on nous annonce que tout le monde va pouvoir bénéficier de ce vaccin qui est presque un vaccin de substitution parce qu'on n'est pas en capacité de livrer suffisamment de Pfizer et de Moderna. Et c'est ça que je reproche au gouvernement. Moi, j'ai pas envie de taper sur le gouvernement dans une crise sanitaire. J'ai vraiment pas envie de le faire. Oui, mais vous avez un nouveau vaccin qui va arriver, qui est le Johnson & Johnson, qui est efficace à 95% aussi. J'espère que la montée en puissance sur Pfizer et Moderna va arriver, mais là encore une fois, sur des principes presque idéologiques, on n'a pas voulu négocier, on n'a pas voulu porter la parole à l'échelle. J'ai vu la tribune dans le monde du président de la République avec Angela Merkel, avec le patron, avec un président africain, un président d'un pays africain, je crois que c'était le Sénégal, pour dire il faut que l'OMS, il faut qu'on lève les brevets, mais faisons-le, quoi. Faisons en sorte que notre industrie. C'est un autre débat. Mais dans cette affaire de crise, non, c'est pas un autre débat parce qu'on n'est pas dans cette affaire de crise. Depuis le début de notre capacité, c'est qu'on n'est pas en capacité de produire. Depuis le début de cette pandémie, il y a un certain nombre de gens qui n'ont strictement rien à dire et rien à proposer et qui s'amusent effectivement à créer des polémiques artificielles comme celle les vaccins, c'est pas une polémique. Je ne parle pas des vaccins, je parle des personnes âgées confinées. Le gouvernement a dit une fois pour toutes non. Pourquoi est-ce qu'on revient dessus? Enfin, je comprends pas. C'est non, c'est non. Il y a encore un an, Olivier Véran disait que le confinement c'était dans les dictatures. C'est normal. L'affaire des personnes âgées a été clé. Parce que Jérôme, je suis désolé, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'en fait, même si on ne... Pardon, mais même si on ne discute même plus de savoir si le couvre-feu à 18h est une chose acceptable, qui est maintenant c'est considéré comme un acquis par ce gouvernement, ce qui est quand même totalement fou, en démocratie, eh bien mais nous avons le droit, en tant que citoyens, tous, régulièrement, même tous les jours, de contester la stratégie du gouvernement qui est allée d'échec en échec. Mais avec des faits précis, pas avec des polémiques politiciennes. Je suis désolée, Jérôme, mais des propositions, je pense qu'on est très nombreux à en avoir avancé.
on n'est pas tous forcément en train de critiquer, mais à un moment, la critique, c'est aussi le moyen d'avancer pour les uns et pour les autres. Là, la problématique de savoir si les personnes fragiles doivent se confiner ou pas, elle est bien issue d'une stratégie vaccinale qui, pour le coup, pose question, puisque moi, je me souviens très bien m'être posé la question du vaccin simplement de mes parents, qui n'ont pas encore 75 ans et qui n'auront pas accès à un vaccin puisqu'ils sont entre 65 et 75 ans. Donc, je suis pas la seule à me poser cette question-là. Comment est-il possible qu'on nous ait annoncé que cette classe d'âge aurait dû être vaccinée au mois de février et qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils vont être vaccinés? Et si aujourd'hui, on est en train de se poser la question des reconfinements, si on est toujours sur cette stratégie de couvre-feu, c'est bien justement parce que les plus fragiles ne sont pas vaccinés et que pour les protéger, eh bien tout le monde doit se mettre à l'arrêt. Donc il est évident qu'il faut que la vie économique se remette en route. Il faut que la vie économique se remette en route. Il va falloir qu'on ait des vaccins et vite. Allez, on va continuer ce débat dans un instant et on aura un auditeur avec nous. À tout de suite. Dit Valérie Expert. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On a un auditeur qui souhaitait réagir à notre débat. C'est Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, concernant les personnes âgées, vous voyez, moi je veux prendre un exemple précis. J'ai mon père, 86 ans, qui manifeste tous les samedis. Et j'ai ma mère, 83 ans, qui passe son temps en voiture, rentrée à 9h du soir, sans absolument pas respecter le confinement de 18h. Donc moi je veux bien, et on en a déjà discuté avec eux, moi je veux bien que les jeunes entre guillemets, moi j'ai 55 ans, on se préoccupe des personnes âgées, mais eux ont envie de vivre, ni plus ni moins, et ils vivent, et ils se moquent royalement de ce qui peut se savoir. Ça c'est la partie, je dirais, en tant que particulier. En tant que, je dirais, avec un regard plus politique, je crois que le confinement n'est là que pour empêcher les partis politiques de préparer les élections de 2022 et de 2021 au mois de juin pour les régionales. Sachant que pendant une période d'état d'urgence, je ne sais pas si la loi peut à terme provoquer justement cette invalidité d'élection, sachant que quand on est confiné, on ne peut pas présenter un programme. Et ça, c'est ce qui me met en colère, parce que je vois que personne n'en parle, alors que le vrai sujet est là. C'est pas une question de confinement ou de ne pas confinement, c'est une question purement électorale. Macron veut être réélu en 2022 et il essaye de trouver tous les moyens, et en l'occurrence là, l'état d'urgence, pour empêcher les autres partis de présenter un programme. Et ça me gêne profondément. Oui. Non, écoutez, je suis désolé, mais je suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit, dans la mesure où l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 1er juin 2021 et que l'élection présidentielle a lieu en mai 2022. En tout temps, il y a des élections régionales. Il y a quand même quasiment un an qui va se dérouler où chacun va pouvoir faire campagne. Vous n'allez pas dire qu'on est déjà dans la présidentielle. Je rappelle quand même qu'il y a des élections au mois de juin qui sont programmées, les élections départementales et les élections régionales. Et tout le monde a voté pour le recul. Et là où je rejoins cet auditeur, c'est effectivement la façon de faire traîner les choses en longueur. Comme ça. Mais non, tout le monde était d'accord. Tout le monde a voté. Moi, j'ai quand même le droit d'exprimer mon opinion. Allez-y, Laurence. De laisser traîner les choses comme ça en longueur, d'aller jusqu'au mois de juin, alors qu'on sait très bien qu'au mois de juin, il y a 2 échéances électorales importantes, les départementales et les régionales, que sur les régionales, Emmanuel Macron n'est pas très clair, puisqu'il y avait eu un papier dénonçant le fait qu'il avait cherché à les faire se reporter, justement pour ne pas avoir à se confronter à l'électorat. Donc il y a quand même une vraie question vis-à-vis de ça, et je pense que l'auditeur qui vient de nous parler, Pierre, n'a pas totalement tort sur le fait qu'il y a d'un côté effectivement une crise sanitaire à gérer, mais de l'autre côté, il y a peut-être un abus de pouvoir de la part d'Emmanuel Macron dans une perspective purement politique. Soyons sérieux, il n'y a pas d'abus de pouvoir. Tout ça a été voté par le Parlement quasiment à l'unanimité. Toutes les forces politiques l'ont voté. Alors ne dites pas qu'il y a un abus de pouvoir. Soyons sérieux. Moi, honnêtement, sur cette question du confinement, du couvre-feu, etc., moi, je trouve scandaleux le déni de démocratie, le déficit de démocratie qu'il y a dans la gestion de la crise. Le manque de contrôle qu'il y a sur, par exemple, ce conseil de défense dont on ne sait même pas comment il est constitué, la sélection des médecins qui a été totalement
extrêmement opaque également, etc. Machin. Donc honnêtement, depuis le début, je trouve que le virus antidémocratique qui accompagne pour le coup le virus sanitaire me paraît extrêmement dangereux à long terme pour notre démocratie et extrêmement dangereux là dans les médias, mais surtout extrêmement dangereux à long terme parce que vraiment ça nous habitue tous à ce qu'un pouvoir central fort, extrêmement opaque, puisse décider de nos vies et plus personne ne s'en émeut vraiment. En revanche, après avoir dit ça, moi je vous le dis, je trouve que cette question des départementales et des régionales est parfaitement indécente. C'est-à-dire que ça n'intéresse personne. Pardon, mais enfin, les gens qui aujourd'hui sont couverts de dettes, les gens qui aujourd'hui ne savent pas si leur boulot va reprendre, etc., les régionales et les départementales n'intéressent que quelques partis politiques qui ont des candidats, qui vont avoir besoin de se financer dans les années qui viennent. Je le sais pour avoir travaillé moi-même dans un parti politique. Et sincèrement, je trouve que l'espèce de frénésie qu'il y a de la part du personnel politique autour de ces élections qui n'intéressent personne, qui n'ont fondamentalement aucun pouvoir dans les années qui viennent sur la gestion sanitaire, etc., sur la gestion de la crise. Les régions, c'est pas vrai. Mais regardez les derniers sondages sur l'intérêt que les Français portent à ces deux élections. Je trouve totalement aberrant que les partis y consacrent autant d'énergie et de frénésie. Donc oui, on fait quoi? On supprime le défenseur des droits, on supprime la CEDH, on supprime les élections. Mais Pierre, c'est pas la peine d'être caricatural. Moi, j'ai dit au contraire que j'étais tout à fait pour renforcer toutes les institutions démocratiques. Mais en revanche, à un moment donné, il faut être un peu décent. C'est-à-dire que les partis, et je dis tous les partis, je dis pas la gauche, je dis tous les partis politiques, qu'à un moment donné, ils soient capables de produire des idées pour sortir de cette solution par le haut, de cette situation par le haut, et sortir de ce virus par le haut. Et on nous a ressassé les oreilles pendant quelques semaines au début avec le fameux monde de demain, le monde d'après. Il n'y a pas une idée que les Français peuvent citer aujourd'hui de la part de la gauche, de la droite, pour aller vers un monde différent demain. Donc voilà, pardon, mais enfin, l'élection de monsieur ou de madame, le conseiller départemental ou la conseillère départementale, excusez-moi, mais pardon, ça n'est pas du tout dans la priorité des Français. Mehdi, tu dis à la fois que ce gouvernement, en tout cas cette majorité, a été dans un déni démocratique dans la manière de gérer le Covid, et je te rejoins là-dessus, parce que le Parlement, les syndicats, les associations, les élus locaux, tout le monde est monté au créneau pour dire, attendez, on existe, on a l'expérience, on a l'expertise de terrain, donc il faut nous associer aux décisions, et ça ne doit pas être que pris en compte dans ce cadre de ce conseil de défense très opaque. Et dans le même temps, tu dis, il n'y a pas de proposition, je ne sais plus quelle était, il n'y a pas d'idée phare. Alors sans doute que effectivement les logiciels des partis politiques de droite comme de gauche doivent se réinventer, doivent se renouveler, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui la gauche notamment et l'opposition de manière générale sans doute à l'Assemblée nationale n'a pas fait de propositions. Il y a eu des choses très concrètes qui ont été proposées, mais en plein cœur, où on se dit aujourd'hui une des urgences, c'est la question de la précarité, notamment la précarité étudiante, le RSA qui revient en force pour les moins de 25 ans. C'est une proposition concrète de la gauche, c'est une proposition qui est versée dans le débat public, mais c'est des choses qui existent aujourd'hui. Et puis dire aujourd'hui que c'est parce que les Français ne seraient non, c'est peut-être pas une proposition nouvelle, mais c'est bien de la remettre dans le débat. Hamon le défendait bien avant la pandémie. C'est bien de le remettre dans le débat public. C'est bien de le remettre dans le débat public. Et puis il n'y a pas que ça, pardon, mais il y a bien d'autres choses encore qui ont été proposées et versées dans le débat. Pardon, mais la question démocratique, elle est absolument fondamentale. Il ne s'agit pas de dire que les Français se désintéressent de la chose politique. Au contraire, on a bien vu dans la récente période qu'il y avait une volonté de plus en plus forte de participer. On l'a vu les Gilets jaunes, y compris d'ailleurs dans ce que Emmanuel Macron a voulu mettre, la conférence citoyenne pour le climat, qui est devenue ce que Macron a voulu en faire. Ça a été un échec, c'est dommage. Il s'était engagé à rénover nos institutions. On voit bien que même ses partenaires aujourd'hui le lui reprochent de ne pas vouloir porter merde, j'ai oublié la proportionnelle, merci. Cette question démocratique est absolument fondamentale, et la question des régionales, c'est pas une petite affaire. La question des régionales et des départementales n'est pas une petite affaire. Et c'est assez. Tu parlais de caricature tout à l'heure. Moi j'ai une question. Non, mais laissez-le terminer. Je te coupe pas, mais quand tu parles. Donc s'il te plaît, tu me disais que j'étais caricatural, mais excuse-moi, là maintenant tu as balayé d'un revers de main la question des régionales et la question démocratique me paraît un peu problématique, parce que quand même, justement, si plus que jamais on a besoin de démocratie, plus que jamais on a besoin de débat, et c'est vrai, ça a été dit par tout le monde, je crois ici aujourd'hui, y compris par Pierre l'auditeur, qu'aujourd'hui il y a une période électorale qui s'ouvre, et que c'est vrai que les partis politiques, les hommes, les femmes politiques qui font de la politique au quotidien vont devoir inventer des nouvelles manières de convaincre, de dire les choses pour les convaincre d'aller voter et de voter pour leur programme, ça c'est sûr. Oui, et je pense qu'effectivement, il faut quand même qu'à un moment les personnalités qui vont se présenter, ou les personnes qui vont vouloir porter aussi le destin de leur collectivité locale et de leur région, c'est pas quelque chose à dévaloriser, c'est très important, et il y a tellement peu d'engagement politique que il faut surtout pas le décrier. Mais en l'occurrence, si on veut pouvoir
si on veut pouvoir sortir de cette crise, il faut peut-être aussi qu'il y ait des moyens d'inventer de nouvelles choses et de les proposer. Sauf seulement si on ne peut pas faire campagne, ça va être compliqué de proposer les choses et puis de faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'abstention. Je voudrais juste revenir sur une chose. Dire qu'il n'y a pas eu de proposition de fait justement pour sortir de cette situation et pour réinventer le monde de demain. Je vais dire une chose qui va te paraître étonnante, Mehdi. Mais en l'occurrence, moi, je milite depuis 10 ans pour le revenu universel d'existence. Je me réjouis de voir que des personnes comme Benoît Hamon les ont portés aux dernières élections présidentielles. J'aimerais aujourd'hui qu'il y ait des parlementaires courageux. C'est la seule proposition qu'on entend. Des parlementaires courageux. J'aimerais qu'il y ait des parlementaires courageux qui soient capables non seulement de le défendre, mais de le défendre. Si l'avenir de la France un peu intelligente, c'est-à-dire en ne le portant pas uniquement avec des conditions de ressources, parce que le problème c'est que si on se met une fois de plus à parler d'un revenu universel d'existence qui en réalité est un faux RSA, et bien dans ce cas-là, on aura fait une erreur au niveau du diagnostic. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit vraiment réinventer de nouvelles solutions, des solutions qui vont nous permettre aussi de réinventer l'industrie, de réinventer l'économie de demain, de réinventer aussi la fiscalité. Il y a des partis qui le portent et je ne suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas de nouvelles choses qui sont portées. En tout cas, je peux vous dire que dans cette affaire et dans le report des élections, il n'y a eu aucun abus de pouvoir. Je suis désolé, le terme est parfaitement inexact. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un abus de pouvoir? C'est complètement autre chose. Nous n'avons pas d'abus de pouvoir en France depuis le début de cette pandémie. S'il y a une concentration des pouvoirs, ce n'est pas un abus de pouvoir. C'est la Ve République, ce sont les institutions de la Ve République que vous avez défendues quand vous défendiez vos candidats. Il y a eu un accord de parti. C'est tout. Jérôme, il y a eu un accord de parti. Je crois que ce qu'on dit par ailleurs les uns les autres n'est pas très éloigné. C'est que dans tout ça, il y a eu un accord de parti, des nouveaux partis, des partis plus anciens, mais en tout cas tous très usés, très éloignés des Français. Je dis pas évidemment qu'il faut négliger ces élections totalement, mais enfin, ce que je dis, c'est que je crois qu'il y a des formes démocratiques beaucoup plus nouvelles à trouver dans les années qui viennent. Et surtout, je crois que les gens qui étaient sur les ronds-points avec les gilets jaunes et les gens qui s'inquiètent aujourd'hui n'ont pas grand-chose à faire de savoir si telle ou telle élection de parti va avoir sa place aux prochaines élections régionales. Allez, merci à tous les quatre. On se retrouve lundi.